Bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue sur le plateau de Formidable l'émission. L'émission qui met les questions pédagogiques au cœur du débat. Alors pour ceux qui nous suivent depuis quelques années, vous constaterez que nos webinaires font peau neuve. Il y a un nouveau décor, une nouvelle ambiance, des nouvelles séquences qu'on va vous présenter et une nouvelle équipe. Donc j'ai le plaisir pour cette première émission d'être accompagnée par Mathieu. Salut, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver, pardon. Il sera parfois remplacé par Lucas, que vous découvrirez, je pense, à la prochaine émission. Oui, qu'on embrasse, je crois qu'il nous regarde en live. Ouais. Salut Lucas. Salut Lucas. Et puis, on a Marc aussi qui est en duplex depuis le sud, que vous découvrirez tout à l'heure, très rapidement. Voilà, donc beaucoup de nouveautés pour cette nouvelle formidable émission. Et nos plus fidèles adhérents ne seront pas complètement déboussolés, car vous allez voir qu'on va s'appuyer sur les cartes Learn Fiction pour conduire cette émission. Pour les nouveaux, pas de panique, en fait, ça va être l'occasion de découvrir cet objet qui est un jeu que Mathieu vous présentera. Alors, il y a également, parmi les idées qui ont guidé notre réflexion pour construire cette émission, il y a aussi l'idée que vous soyez actifs tout au long du programme et que, en fait, il faut que vous soyez prêts à interagir avec nous puisque ça va être l'objet aussi de cette heure d'émission. On va vous interpeller fréquemment. Oui, d'ailleurs, si on a nos ordis sur le plateau, c'est parce qu'on vous lit. Alors, ce sera peut-être pas facile de tous prendre la parole, mais si vous voulez nous dire bonjour, bonjour Françoise, bonjour Virginie, bonjour Caroline, bonjour Romuald, on vous lit, on est en direct. Et puis, si vous nous regardez en replay, si vous avez manqué le début, ou si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin, que ce soit en vidéo ou en podcast, si vous avez envie de réagir, n'hésitez pas, on vous lira aussi entre les émissions dans la communauté. Sur Teams. Bonjour Florimond, bonjour Anne-Laure, bonjour Aurélie, bonjour à tous. Alors, pour cette première émission, le thème que nous avons choisi, qui nous paraissait particulièrement intéressant, c'était la question de comment on place l'apprenant au cœur de la conception pédagogique. Que vous soyez responsable formation ou formateur, c'est une question qui nous semble cruciale. Donc, nous allons donc évoquer avec vous le design d'expériences apprenant réussies, notamment à distance. C'est parti. On commence tout de suite par une question qu'on souhaitait vous poser. Ouais, mais alors j'en profite pour remercier Lara et Raoul qui sont en régie, qui envoient nos jingles. Salut. Alors, juste avant d'envoyer cette première question, si vous avez envie d'être comme à la télé et de toujours nous avoir dans Zoom, un petit clic droit sur notre image et vous faites épingler, comme ça vous êtes sûr de toujours nous avoir en grand. Quand même, on s'est donné du mal pour sur que ce ça ressemble à de la voilà. télé, alors regardez-nous comme à la télé. Et on va vous donner la parole pour commencer. Je lance tout de suite un premier sondage. Je vais vous laisser quelques instants pour répondre à la question et pour celles et ceux qui nous écoutent en podcast et qui n'auraient pas l'image, je vais vous la lire. Dans votre réalité, placez l'apprenant au cœur de la conception, c'est notre sujet. C'est quoi? C'est une pratique habituelle, c'est un objectif réaliste, c'est une utopie d'universitaire. On attend vos réponses. Pour l'instant, 10 d'entre vous ont répondu. Ça monte. Et ça nous intéresse. Peut-être pendant que vous répondez, ce qu'on peut proposer, c'est que Marc, qui est conseiller Vivea sur le terrain, puisse nous faire part en fait de ce qu'il observe autour de cette question directement auprès des organismes de formation. Marc, tu veux bien nous dire ce que tu observes? D'abord, les formations que j'observe sont des formations courtes, une journée, 2 journées, sur des dispositifs assez simples. Et donc, ce que j'observe le plus souvent en matière de place de l'apprenant, c'est d'abord un questionnement qui interpelle les stagiaires sur son état, sur ses pratiques, sur ses projets, qui l'interpelle directement, lui, personnellement, sur ses pratiques et ses projets. Alors, ce type de questionnement, il peut être en amont du présentiel,
intégré dans une séquence distancielle, il peut aussi être distillé tout au long de la formation, tout au long des séquences présentielles. Il fait une partie de la richesse des formations. Après, j'observe plus rarement, mais de temps en temps quand même aussi, des modalités du type bris de glace, par exemple, en début de formation, qui mettent bien la personne au centre de la séquence de formation, ou bien alors des modalités du type, euh, photolangage, qui viennent interroger de manière un peu décalée les participants sur leur état, leur projet, leur vision par rapport à une question. Voilà ce que j'ai pu remarquer qui me semble correspondre au thème d'aujourd'hui. Ouais, donc tout ce qui permet aux stagiaires de s'exprimer, que ce soit au travers d'un questionnaire, au travers d'un exercice de début de séance pour faire connaissance ou pour pouvoir s'exprimer avec des méthodes un peu à côté comme le passage par l'image. Ok. Je vais, Merci Marc. ouais, merci beaucoup Marc pour ce retour. Je vais mettre fin au sondage et puis je vais partager les résultats. C'est assez partagé. Euh, pour, euh, alors, pour une toute petite minorité d'entre vous, c'est une utopie d'universitaire. D'ailleurs, je serais hyper curieux de savoir qui a mis ça et pourquoi. J'ai vraiment envie qu'on en discute. Si vous voulez prendre la parole, levez la main. Levez la main dans Zoom, faites-nous coucou, on aimerait bien vous entendre. Et puis sinon, c'est assez partagé, hein, vous le voyez, entre une pratique habituelle à 38% et un objectif réaliste à 53%. Hein, c'est pour vous un objectif réaliste, mais donc je comprends que vous n'êtes pas nécessairement, vous ne le faites pas nécessairement à tous les coups, donc ça va être intéressant d'en discuter aujourd'hui. Est-ce qu'on a des... On me dit pour la régie qu'on m'entend mal, donc je ne sais pas si on peut faire quelque Assez chose bas. pour ça. Je vais essayer de parler un tout petit peu plus fort. Mais qui a mis une utopie d'universitaire? Et alors, hein, c'est pas pour vous piéger, mais si vous voulez prendre la parole, moi je serais très heureux de vous écouter. Utopie d'universitaire, c'est qui? Qui a dit ça? Vous pouvez allumer vos micros si vous le souhaitez. Pas de main levée. Non, personne, réaction. c'était... Bon, Bon. c'est entendu. Oui, bonjour. Oui, Ah, bonjour. bonjour. J'ai voté objectif réaliste. J'aurais voulu mettre une pratique habituelle, mais j'ai été dissuadée par la sémantique au cœur. Le mot au cœur, je trouve ça exagéré en fait. On prend en compte les besoins et les attentes apprenants, mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'on les met au cœur de la conception. Eh ben, merci beaucoup pour cette remarque, parce que c'est vraiment tout l'objet, c'est de savoir jusqu'où on va et faut-il aller loin? Parce que peut-être qu'on n'a pas envie de le placer à ce point-là au cœur. Hein. Qu'est-ce qu'il en sait l'apprenant finalement? Merci beaucoup et vous êtes nombreux à être d'accord avec ce retour. Hein. On va revenir là-dessus et vous avez avec votre marque bien positionné le débat. Merci. Est-ce qu'on passe à la suite? Ben oui. Eh ben, on passe à la suite. On va tout de suite lancer ce que nous apprend Learn Fiction. Alors, retour vers Learn Fiction. Anne, tu nous en as parlé en introduction. Learn Fiction, vous êtes nombreux à savoir de quoi il s'agit. Et puis, pour certains d'entre vous, peut-être que ça va être une découverte. Alors, je vais un tout petit peu m'installer sur ce que c'est ce fameux Learn Fiction. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, Learn Fiction, c'est un jeu qu'on a créé ensemble avec Vivea, avec toi, et puis avec quelques membres de la délégation Ouest qu'on salue. Je vous fais des bises si vous êtes devant votre télé. Learn Fiction, c'est un jeu où on essaye de changer le cours de nos œuvres de fiction préférées en agissant sur les compétences des protagonistes. Par exemple, qu'est-ce qui se serait passé si ce jeune sorcier avait su plus tôt maîtriser tel sortilège? Ou qu'est-ce qui se serait passé si ces braqueurs de banque avaient su gérer médicalement l'un de leurs membres? Ou qu'est-ce qui se serait passé si ces naufragés sur cette île déserte avaient su gérer un peu mieux les dynamiques collectives? Ça vous rappellera sans doute des souvenirs, tout ça évidemment est un prétexte. Mais le but du jeu, c'est de construire des parcours pédagogiques. Variés. Ouais, variés. Donc on a deux équipes qui ont la même demande et on les met face à des cartes ressources et à des cartes activités. On leur propose de réaliser le meilleur parcours possible. Alors comme on peut faire ce qu'on veut, normalement, ça crée un peu de créativité.
Il faut un peu détourner. Je crois que ça marche plutôt bien. Ça marche bien sur le terrain. Ça marche bien sur le terrain. On leur met un peu de contraintes aussi. On leur met plutôt beaucoup de contraintes, des contraintes de temps, des contraintes de ressources, des contraintes d'activité. Tout à fait. Donc Learn Fiction, voilà, c'est un jeu de société qui sert à ça, où l'intention c'est de libérer la créativité pédagogique. J'en dis pas plus, j'espère que ceux qui n'y ont pas encore joué auront l'occasion d'y jouer. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans Learn Fiction, il y a des cartes et on se base sur les cartes ressources et les cartes activités de Learn Fiction et pendant toute la saison, on va s'en servir pour... Comme prétexte, Comme en fait, prétexte, à traiter les sujets qu'on traitera avec vous. Ouais, exactement. Et on va essayer de faire le lien entre nos sujets. Donc aujourd'hui, placer l'apprenant au cœur de la conception pédagogique et des cartes qu'on peut retrouver dans Learn Fiction. Et donc, j'entre dans le vif du sujet. Placer l'apprenant au cœur de la conception pédagogique. Et je vous ai lu dans le chat et dans vos réactions, vous vous préoccupez tous des apprenants. Que vous soyez formateur ou concepteur, quand vous travaillez sur vos parcours, vous vous en préoccupez. Pour nous, il s'agit d'une question de niveau de lecture. Il y a 3 niveaux de lecture. Il y a 3 niveaux de lecture quand on s'intéresse à la création d'un dispositif pédagogique. Ces niveaux de lecture, on va pouvoir les afficher à l'écran. Le premier, c'est qu'on peut avoir une approche dite par le contenu. C'est ce qu'on fait habituellement, enfin c'est ce qu'on fait parfois. Voici tout ce qu'il faut transmettre. Voilà le manuel. Voilà ce que disent les experts. On a 1 journée ou 2 jours de formation. Il faut avoir dit tout ça. C'est l'approche par le contenu. Vous voyez de quoi je parle. Autre approche. Les 3 approches peuvent fonctionner ensemble. Elles ne sont pas exclusives l'une de l'autre. C'est l'approche par les compétences. Alors là, la personne au centre, c'est plus l'expert, c'est l'ingénieur pédagogique. L'ingénieur pédagogique, il va s'intéresser aux compétences et donc à ce qu'il faut savoir faire. Alors, ce qu'il faut savoir faire et comment il faut savoir être. Vous avez déjà entendu ça dans les approches par les compétences. Et là, l'objet central, c'est plus le manuel, c'est les fiches de poste, ce sont les référentiels emploi et compétences. Et je le disais, la personne au centre, ce n'est plus l'expert, c'est l'ingénieur pédagogique. Ça, vous connaissez, vous avez l'habitude de le pratiquer, je vous lis en même temps dans le chat, je pense que vous connaissez par cœur. Ce qui est peut-être un peu moins développé, quand il s'agit de mettre l'apprenant au cœur, c'est l'approche par l'expérience. C'est comment on organise la rencontre entre l'individu et les compétences qu'il faut acquérir au cours d'une formation, qu'elle soit en présence ou à distance. Et là, l'expert ou l'experte qui va permettre de faire ça, c'est le designer d'expérience utilisateur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce métier, mais il existe des gens dont le métier est de veiller à la bonne interaction entre un objet et un système. Donc en l'occurrence, entre un apprenant et un dispositif de formation. Comment ils vont se parler, comment ils vont être le mieux possible interfacés. Et donc ces designers, ils ont des outils, ils ont des méthodes, et eux, ils vont vous dire, nous on met l'apprenant au centre. On s'intéresse à l'apprenant, on veut vraiment, on fait des parcours pour lui et on les conçoit avec lui et on a des outils et des méthodes qui nous permettent vraiment de le mobiliser au maximum. On va voir si c'est la bonne chose à faire, mais en tout cas, voilà, pour introduire, je voulais vous parler de ces 3 approches qui pouvaient se cumuler. Et en particulier de la 3e, qu'on ne mobilise pas à tous les coups. J'espère que jusqu'ici tout va bien. Pas de remarques particulières dans le chat. Pas de remarques particulières dans le chat, je te remercie. Alors, je vous ai parlé du métier du UX designer, mais un UX designer, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Comment ça s'applique dans le cadre d'une formation? Cette personne, il ou elle, mobilise des outils et des méthodes dans le but de concevoir l'expérience optimale, en l'occurrence l'expérience pédagogique optimale. Et donc, je le disais, il fonctionne pour les utilisateurs, mais avec les utilisateurs. Et ces outils et méthodes, vous en avez certainement déjà entendu parler. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la notion de persona. Un persona, c'est, on va essayer de se représenter l'apprenant type ou plusieurs apprenants types avec leurs caractéristiques. On va construire des archétypes de participants cibles. Pourquoi on fait ça?
On fait ça notamment pour se mettre en empathie avec eux, pour se mettre dans leurs chaussures. Quand on va concevoir une formation, on va se dire bah, mon apprenant, c'est Stéphane, il a 34 ans, dans la vie, il fait ça, il aime ça, il est intéressé par ça, il vient en voiture, il a telle connexion Internet, etc., etc. On va vraiment essayer de le caractériser le mieux possible et on va s'en servir tout au long de notre conception pour essayer de se souvenir de lui ou de elle et pour vraiment essayer de centrer notre conception sur lui. Premier outil, hein, je passe rapidement, si vous voulez qu'on en discute dans la communauté, je pourrais approfondir. Deuxième grande famille d'outils qui est très connue, c'est les parcours utilisateurs. Vous faites le parcours type d'un utilisateur face à une solution, en l'occurrence d'un apprenant face à sa formation. Et donc ce qui est intéressant à faire, c'est de raconter le parcours de l'apprenant à la première personne. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça quand vous concevez, mais c'est de dire je vois cette formation dans le catalogue, je sollicite mon manager pour y être inscrit, je reçois le mail de confirmation, j'attends 2 semaines avant d'être sur les lieux, la veille je reçois un lien d'inscription, je fais ma première séance en classe virtuelle, je me rends dans l'endroit où on fait la formation, pendant la journée je suis accueilli par un brise-glace, etc., etc. Et vous racontez comme ça toutes les étapes et vous essayez d'imaginer quelles sont les étapes porteuses d'émotions positives et porteuses d'émotions ça on pourrait quand même améliorer. Ça, dans la journée type de l'apprenant, c'est pas terrible. Il y a de l'attente, on s'ennuie, on bâille, ou au contraire, c'est porteur d'émotions super positives, c'est là qu'on a des sourires, c'est là qu'on s'amuse. Évidemment, si tous les sourires sont concentrés sur la pause déjeuner, vous avez un problème, et l'inverse est vrai aussi. Puis je vous parle rapidement d'un troisième outil, c'est on peut aussi réaliser des cartes d'empathie. Dans l'UX design, il y a une forte dimension émotionnelle. Et dans une carte d'empathie, on va s'intéresser aux participants, pourquoi pas à nos personas, et se demander ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. En général, on met ça dans un cadran et on dit voilà ce que l'apprenant fait, pense, dit, ressent. Et on va vraiment observer ça pour comprendre la dimension émotionnelle d'un apprenant face à ses apprentissages. Est-ce qu'il est heureux, est-ce qu'il est enthousiaste, est-ce qu'il est découragé, est-ce qu'il est agacé, est-ce qu'il s'ennuie, est-ce qu'il est fatigué? On va essayer de s'intéresser à tout ça. Donc vous avez compris, les compétences du UX design en conception pédagogique, c'est s'intéresser à l'utilité de la formation, bien sûr, ça vous le faites tous, mais aussi à l'utilisabilité. C'est s'intéresser à l'esthétique de la formation, c'est s'intéresser à la motivation des participants, c'est s'intéresser aux réactions émotionnelles. Et donc, on va jouer sur la formation en tant que telle, et puis on va jouer sur tous les à côté. On va s'intéresser au temps de formation, aux espaces de formation, aux outils qu'on utilise, à l'ambiance qu'on installe. Et quand on aura fait ça, on aura effectivement mis l'apprenant au centre. Je vais faire le lien avec LearnFiction. À moins que tu veuilles ajouter quelque chose. On a quelque chose dans le chat? Peut-être, oui, une petite remarque. En fait, dans les commentaires, c'était lié à la remarque de tout à l'heure, mais en fait, vous dites bien que vous prenez en compte les attentes en amont. Oui. Alors peut-être sur les besoins de formation, et ce serait intéressant de savoir, peut-être dans le chat, partager avec ça, si ça va aussi loin que ce que nous présente Mathieu sur les émotions, la mise en perspective Oui. du stagiaire. Donc, ça Ouais, là, peut être intéressant d'avoir vos réactions en fait par rapport à cette question. Est-ce que vous allez plus loin que les attentes compétences, on va dire? Oui. Mais c'est vrai que là, je pousse assez loin volontairement un curseur de manière théorique, et puis après, pendant toute la durée de cette conversation, on va voir s'il faut aller aussi loin, si ça vaut le coup, etc., s'il y a des bonnes idées à prendre ou si c'est exagéré. On a choisi 3/4 de LearnFiction pour tenter de garder le cap si on veut vraiment prendre en compte l'apprenant. Les cartes, je les ai dans la main. La première carte que je voudrais vous présenter, c'est celle-là. C'est la carte communauté d'apprentissage. Ça s'y prête parfois, ça s'y prête pas toujours. Dans une communauté d'apprentissage, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe constitué dans la durée, avant et après la formation, en présence ou à distance, qui va chercher à apprendre ensemble. Ça, c'est... j'accepte les gens qui rentrent. Ça peut être particulièrement utile pour améliorer l'expérience. Alors d'une part, parce que vous allez fortement jouer sur le vivre ensemble et la convivialité. Puis d'autre part, ça va laisser la place à chaque participant ou participante de s'exprimer sur ses propres besoins, ses propres volontés
au-delà d'un simple questionnaire de recueil des attentes en amont. Donc ça, c'est un des outils qui fonctionne très bien si vous voulez donner la parole à vos participants et leur permettre d'interagir entre eux. On pourra échanger dans la communauté, en l'occurrence dans la communauté formidable, pour voir comment on peut s'y prendre. Deuxième carte de Learn Fiction, exercice d'application. Un exercice d'application, alors c'est pas le seul quiz de fin de formation ou je te demande de faire un exercice, prouve-moi que tu sais faire. Les exercices d'application, il y a plein de façons de les faire et je voudrais m'arrêter sur une façon particulière de faire un exercice d'application. C'est faites des études de cas dans lesquelles vous proposez aux participants d'arriver avec leur propre cas, plutôt que d'arriver avec des cas tout faits et des cas pédagogiques. Et là, si vous travaillez sur les vrais cas des participants, vous passez de la formation à la formation action, de manière très mécanique. Donc, là encore, vous vous assurez d'être au cœur des préoccupations de vos apprenants, en toute logique, si vous procédez comme ça. Et puis une troisième carte, super vite, le moment convivial. Le moment convivial, alors là, qu'est-ce que j'ai sur ma carte? J'ai comme exemple brise-glace, j'ai petit déjeuner, after work, speed dating. Et là, Marc, tu as parlé de brise-glace en introduction. C'est tous les moments collectifs et chaleureux qui vont permettre de créer une bonne dynamique de groupe au service de la dimension collective et sociale de l'apprentissage. Et là encore, si vous faites ça, vous êtes à peu près sûr de recentrer l'apprenant dans votre conception pédagogique. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette première séquence d'apport, et puis on va pouvoir échanger sur tout ça. Évidemment, ce ne sont que des exemples. Comme dans Learn Fiction, ça sert à stimuler votre créativité pédagogique. Bien sûr, ça dépend de vos apprenants, ça dépend de vos utilisateurs, ça dépend de leurs environnements, donc utilisez les méthodes des UX designers pour vérifier que ce soit la bonne chose à faire. Ok, donc peut-être l'idée là, c'est de voir, vous, concrètement, qu'est-ce que vous préférez en fait utiliser? Est-ce que ce serait, donc on va lancer un petit jingle avant de poser la question? Eh oui, la question est pour vous, telle est la question. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous préférez? Ça s'affiche? Ça s'affiche. Est-ce que vous préférez proposer aux stagiaires un cas fil rouge générique ou bien vous appuyez sur des cas réels des participants? Qu'est-ce que vous en pensez? Sachant que moi j'ai promu dans mon approche UX design centré utilisateur de s'appuyer sur les cas réels des participants, mais bon, ça a l'air quand même être la tendance. C'est le début de la discussion, il n'y a pas que des avantages à faire ça. Non, on a quelques réponses. Et je lis en même temps le commentaire écrit de Guillaume, j'y souscris totalement. Elle a encore un instant pour répondre. Ouais, là, je pense qu'on a 35 réponses sur 44, mais on va considérer que le affiches, quorum est atteint. Je mets fin au sondage. Et j'affiche les résultats. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, là, c'est sans appel. Sans appel, vous appuyez plutôt sur des cas réels des participants. On a 4 personnes qui proposent des cas fil rouge génériques. Peut-être que vous pourriez nous dire l'intérêt que vous y trouvez à proposer ce type de... Et Romuald dans le chat dit qu'il a plutôt choisi les cas réels, mais parfois que les deux options se valent. Si vous avez un micro pas loin, Romuald, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous discriminez? Comment vous faites pour choisir en fait? C'est quoi les critères? Les critères, ouais. Si vous pouvez activer votre micro, si vous le souhaitez, hein, sinon n'importe qui d'autre. Ou d'autres personnes peut-être qui ont répondu les cas génériques. Ouais, cas fil rouge générique qui... Ah, j'ai vu. Bonjour. Bonjour Charlène. Oui, bonjour. Moi, j'ai mis que j'utilisais des cas génériques. Parce qu'en fait, quand on indique qu'on travaille sur les cas des participants, les cas réels, on peut avoir des dossiers refusés, car il n'y a pas de prise en charge en réalité des accompagnements individuels. Alors après, je ne connais pas exactement la situation. Ce que Viviane ne souhaite pas, je ne sais pas du tout si c'est le cas, mais c'est que ce soit
un cas tout au long peut-être de la formation en démarche prescriptive plutôt, et que ce soit, je ne sais pas si c'était ça, la situation du stagiaire qui était traitée, mais plutôt avec peut-être des méthodes prescriptives et pas réflexives. Sinon, on voit bien quand même que de s'appuyer quand même sur des situations réelles. L'exemple que je connais dans ce genre de cas, c'est des formations à la gestion de projet. C'est le genre de choses que j'ai parfois, souvent même animées. Et j'ai vécu les deux. J'ai parfois utilisé des cas génériques ou j'ai utilisé des cas réels des participants. Mais quand on a écrit notre proposition de formation au commanditaire, le cœur, c'était de la méthodo. C'était 3 ou 4 jours de méthodo. Et on s'appuyait sur les cas des participants pour illustrer la méthodo. Et en fait, vraiment, au centre, c'est la méthodo. C'est ça qui prend 80% du temps de la formation. Et je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, hein. Là je témoigne juste de mon expérience. Et après, on a le choix. Est-ce que pour illustrer, pour faire les exercices, on travaille sur des cas génériques ou sur des cas réels? Quand on a le choix, quand on a des participants suffisamment capés pour avoir des cas pédagogiquement intéressants, on préfère ça. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ça marche pas à tous les coups. C'est pour ça que ça m'intéressait de savoir les 4 sur 35 qui ont dit moi je prends plutôt un cas générique. Parce que soit les participants sont débutants, ils n'ont pas de cas, en l'occurrence, ils ne sont pas vraiment chefs de projet, donc ils n'ont pas vraiment des choses à apporter. Ils sont soit trop au début, soit trop à la fin de leur projet, donc c'est pédagogiquement pas incroyable. Et mon cas générique, il a plusieurs vertus. C'est que, normalement, pédagogiquement, il est canon, il va trop bien fonctionner. Et 2, je maîtrise. Je connais, je ne vais pas être surpris en tant que formateur, je ne vais pas être mis en difficulté par quelque chose que je ne connais pas ou que je n'ai jamais vu. En dehors des règles de financement de la formation que je ne maîtrise pas, est-ce que vous voyez d'autres avantages et inconvénients, façon de discriminer entre cas génériques et cas réels? Je vois des mains levées. Est-ce que c'est toujours d'actualité, Viviane, par exemple? Ok, c'est entendu. Ouais, merci, hein, merci pour les témoignages. Et puis Anne Plovy, on vous lit aussi. En effet, les apprenants ne viennent pas toujours avec des exemples concrets, bien qu'on leur recommande. C'est pour ça que dans ce genre de cas, encore une fois, vous avez sans doute l'habitude de le faire, mais si sur un groupe de 12, on en a 3 ou 4 qui viennent avec des cas et qui sont suffisamment intéressants, on se met autour de ces 3 ou 4 personnes, on fait 3 ou 4 équipes, et puis en tant que formateur, souvent on se garde des cas génériques sous le coude pour travailler avec les autres groupes. Parfois on peut même faire cohabiter pendant une formation cas génériques et cas réels. Merci pour ces partages. Il faut qu'on s'intéresse aux apprenants. Oui, concrètement. Qu'est-ce qu'il en pense, lui, l'apprenant? Lui, l'apprenant, il est où? Parce que là, on parle entre concepteurs et entre formateurs. Et c'est intéressant de savoir ce que dit l'apprenant. Placer l'apprenant au cœur de la conception pédagogique. Mais c'est moi ça? Et donc quoi? On pense à ma place? On me place? Quoi? Comme un pion? On sait ce qui est bon pour moi. Ou mauvais d'ailleurs. Mais moi je vais vous dire, j'aime pas ça du tout. On ne me pose jamais la question, alors que je suis le premier concerné et que j'adore donner mon avis. Vous savez, sur les réseaux sociaux, tout ça, tout le temps. Donner son avis, c'est super. Mais en fait, j'y pense. On me la pose la question, si? Mais toujours en toute fin de formation. Au moment où j'ai envie de ranger mes affaires et de rentrer chez moi. Ou bien où je vais commencer ma vraie journée de travail. Parce que la formation, c'est bien. Hein, ouais. Mais pendant ce temps-là, le boulot, il avance pas. Enfin, je dis ça, je dis rien. En même temps, si on se donnait la peine de me demander mon avis, mais qu'est-ce que je pourrais bien répondre? Je sais pas toujours ce que je veux en formation, moi, ni ce que je recherche. Apprendre des choses utiles et passer un bon moment. Voilà, c'est ça. Joindre l'utile à l'agréable. J'aime pas m'ennuyer, mais j'ai horreur des séquences gadgets où je sens qu'on essaye uniquement de me divertir. Bien sûr, j'aime quand il y a du rythme, mais j'aime qu'on me laisse le temps de comprendre et d'intégrer de nouvelles notions. J'aime échanger,
J'apprécie ce qu'on apprend les uns des autres. Mais d'un autre côté, j'aime qu'on puisse consacrer du temps à mon cas particulier. Et puis l'apprenant, c'est qui, en fait? Comment est-ce qu'on peut le placer au centre si on ne sait pas de qui il s'agit? On pourrait nous différencier par style d'apprentissage. Auditif, visuel, kinesthésique, mais c'est bidon, il paraît. Du moins, c'est ce que disent les spécialistes, qui préfèrent qu'on parle de préférence d'apprentissage, mais ça, c'est très difficile à respecter au moment de la conception. Alors on pourrait raisonner par persona, me direz-vous. Ouais, pourquoi pas. Mais les personas, moi j'ai l'impression que c'est un peu tout le monde, et donc au final que c'est un peu personne. C'est pas simple cette affaire. C'est même super complexe en fait. Et plus j'y pense, plus je m'y frotte, et plus je me dis que c'est une affaire de spécialistes. Je crois que je vais leur laisser traiter ça. Bon, des apprenants comme ça, moi je comprends qu'on n'ait pas toujours envie de les mettre au centre. D'ailleurs Lucas, on t'embrasse si tu nous regardes. Merci pour ce témoignage d'apprenants riche d'enseignements. Merci pour vos réactions dans le forum. Merci Damien. Damien kiffe le montage. Merci beaucoup. Et témoignage proche du réel, nous dit Guillaume. Continuez à partager, à réagir. Et nous, on passe tout de suite à la prochaine séquence. Alors, c'est l'heure de Super Innovation Battle. Battle, mon accent est terrible. C'est la séquence que j'attendais le plus. Je vais vous expliquer comment va fonctionner cette séquence. Dans chaque émission, on va essayer de classer les meilleures innovations pédagogiques du monde, je pense. Hein. Ouais. En tout cas pour la saison 2022-2023, puisque vous savez, les innovations pédagogiques, ça change au cours du temps. Dans les années 60, une innovation pédagogique, c'était la télévision et les émissions de télé pédagogiques. Donc ça a bien changé depuis. Dans les années 90, c'était le CD-ROM. On ne va pas les classer à ce moment-là. Mais pour la saison 2022-2023, on va graver dans le marbre, je le disais, les meilleures innovations pédagogiques du monde. Comment est-ce qu'on va faire? Dans cette petite corbeille, on a des innovations pédagogiques qui, pour cette fois, nous ont été préparées par l'équipe, mais qui, bientôt, seront proposées par vous, chers spectateurs et spectatrices. D'une émission à l'autre, vous nous proposerez des innovations pédagogiques, les choses que vous avez vues, que vous avez préférées dans vos expériences de formateurs ou de concepteurs. On va les tirer au sort et puis on va les classer. On va les classer au fur et à mesure. Et on va commencer avec les 3 premières et on reprendra la liste à chaque émission. Et on viendra intercaler les innovations pour dire attends, ça c'est mieux que ça, mais c'est un peu moins bien que ça, etc. Mathieu, ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est toi et moi qui allons les classer. Ah mais oui, avec nos arguments. Ça me paraissait tomber sous le sens. Cette fois, on ne va pas vous demander votre avis. C'est nous et on décide. Et on a raison. Vous aurez le droit de nous engueuler, vous aurez le droit de nous dire que vous n'êtes absolument pas d'accord avec nos choix, mais ça n'a aucune importance. Puisque c'est comme ça qu'on va s'y prendre. Je vais essayer de partager un écran. On va voir si ça fonctionne. Ça va peut-être être un échec technique. Je partage un écran. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça va nous permettre d'avoir un retour visuel sur les innovations à classer. Et donc ce tableau, on le retrouvera d'une fois sur l'autre. Je fais la main innocente. Tu fais la main innocente, vas-y. Allez. Première innovation. T'es prêt? Qu'est-ce qu'on nous a soumis? J'attends que ça. Alors, extrait de vidéo de fiction. Peut-être que je dise quelques mots sur ce qu'il en est. Donc, extrait de vidéo de fiction. L'idée, là, ce serait que pour lancer un débat, il faut souvent trouver une question ou une affirmation qui soit clivante, un peu, afin de favoriser les prises de position des participants. Je pense que c'est dans ce cadre-là que ça peut être une innovation intéressante. C'est comme ça que je le comprends. Et peut-être que de rentrer par un film ou une série permet de donner peut-être du concret à la question qui est posée. Ouais, je comprends aussi que ça a l'avantage d'avoir une situation qui est déconnectée de la réalité. On la montre aux participants, vous avez peut-être déjà fait ça, et puis on leur demande de réagir. Souvent, la façon d'animer ce genre de choses, c'est
qu'est-ce que vous avez vu et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Et donc on essaye d'aller du cas général du cas particulier vers une généralisation. Il y a un exemple qui me vient en tête, alors là c'est une référence, il faut avoir vu la série Breaking Bad. Bon, de toute façon, dans la vie, il faut avoir vu la série Breaking Bad. Et pour celles et ceux qui l'ont vu, à un moment, il y a une scène extraordinaire où on introduit un personnage qui a beaucoup d'autorité. Et pendant 2 bonnes minutes, il ne parle pas, il ne dit rien. Il y a ses collaborateurs qui lui apportent des choses, qui lui font signer des choses. Et en l'occurrence, il bosse dans un service de recherche et développement, dans un fast-food. Alors il goûte des nuggets avec plein de sauces différentes. Et pendant toute la scène, il ne dit rien. Et cette scène, elle est, si vous l'avez vue, vous voyez très bien de quoi je parle. Et cette scène, elle est hyper éloquente du point de vue de la communication non verbale. Et ça, par exemple, c'est un extrait d'œuvre de fiction qui peut être très intéressante pour débriefer des concepts de communication non verbale. Vous la montrez aux participants. Ça donne du rythme à votre formation. Et puis, vous leur demandez de débattre là-dessus. Et ensuite, en tant qu'animateur, vous tirez les fils. Bon, pour l'instant, ça, on ne sait pas le classer. Il nous faut un deuxième papier. Mais c'est une bonne innovation. Enfin, c'est un bon. Moi, je la placerai plutôt haute. Ça me plaît. J'en tire une deuxième. Ça me plaît. Ah. Jeu d'énigmes en ligne. T'es très jeu, toi, Mathieu. Donc, Ah oui, alors, celles et ceux qui ont déjà un peu travaillé avec moi ou qui me connaissent savent que j'adore les jeux. L'idée du jeu d'énigmes en ligne, je le comprends comme vous voulez faire un escape game, mais vous êtes à distance. Ou vous voulez faire un jeu pédagogique ou un jeu de type building, type escape game, chasse au trésor, jeu de piste, sauf que pas de chance, les contraintes font que votre formation est en visio. Et alors quoi ? Comment faire ça ? Et donc on peut imaginer que les indices sont à aller chercher sur des sites web, sont à aller chercher dans le LMS, sont à aller chercher donc dans le Learning Management System, votre système de gestion de la formation si vous en avez un, sont à aller chercher chez le site du client, sont à aller chercher, pourquoi pas dans le support. Peut-être que vous avez mis des énigmes cachées dans votre support de formation et en fil rouge sur les 2 jours, il faut que les participants se repèrent. Et de liens hypertextes en QR code, vous progressez dans l'intrigue. Et bien sûr, vous aurez pris le soin de faire en sorte que ce soit lié à la formation. Hop là. Et donc, vous aurez écrit des énigmes qui sont liées à votre formation. Bon, super. Moi, j'adore. Moi, j'ai envie de le mettre tout en haut. Oui, parce que pédagogie très active, là, pour le coup. Ouais. Pour moi, ça permet quand même d'être dans cette démarche réflexive, en fait, où on peut prendre du temps avec les stagiaires pour débriefer le parcours, le chemin qu'ils ont parcouru, ce qu'ils ont retenu. Je pense que ça engage bien l'apprenant. C'est peut-être même plus que les extraits de films et vidéos. Donc, est-ce que tu es d'accord pour le mettre en premier ? Ouais, allez, on y va. Donc, c'est en premier, donc on a un début de classement. Pour l'instant, notre classement des meilleures innovations pédagogiques du monde, c'est 1, jeu d'énigmes en ligne, 2, extrait de vidéo de fiction. Allez, dernière. Allez, on en tire encore un. Dernière proposition, podcast de controverse. Alors, la pédagogie du controverse, c'est intéressant. Alors ça, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est utilisable en présence. Alors, la controverse, en tous les cas, utilisable en présentiel et à distance. J'aime bien l'idée que ça oppose 2 débatteurs, en fait, sur des opinions très tranchées. Un petit peu comme l'extrait de film, je dirais que ça peut lancer un débat. Ça permet aux stagiaires de réfléchir à sa position et de se créer son propre argumentaire par rapport aux positions tranchées. Ouais, ce que j'aime bien en général dans la pédagogie des controverses, c'est qu'on ne donne pas la réponse. Ouais. Et on fait l'état des lieux d'une question, les opinions sur une question, et on laisse les apprenants faire le chemin pour se faire encore une fois leur propre opinion. Et donc c'est très important que les personnes qui posent le sujet de la controverse ne se retrouvent jamais au centre dans une espèce de compromis facile qu'on aurait tous envie de faire en disant faut vraiment que ce soit très tranché. Oui, toi t'as un peu raison, moi j'ai un peu raison, bon bah à la fin on a tous un peu raison. Non. Et en particulier quand on le met en scène dans un podcast, vous pouvez mettre en scène 2 débatteurs.
un animateur, vous faites ça comme un talk show radio, et les débatteurs ne se mettent jamais d'accord, quitte à pousser à fond les curseurs, voire à être un peu de mauvaise foi. Vous terminez le podcast et vous dites aux participants, alors comment vous vous positionnez? Et vous laissez les participants poursuivre le débat, mais en fait le chemin intellectuel, c'est eux qui vont le faire, c'est pas vous qui allez leur dire quoi penser. Et en ça, moi je trouve que c'est pédagogiquement très intéressant fort. pour bien ancrer en fait quand même les éléments qu'on veut que les stagiaires retiennent. Ouais, et puis ça pose une bonne question sur ce sujet, qu'est-ce que je pense? C'est ça. Et pourquoi je pense que je pense? Et ça, du point de vue de la réflexivité, certains en ont parlé dans le chat, à mon avis, c'est fort. C'est pas mal aussi. Alors on met ça au-dessus en tout premier, en deuxième ou en troisième? Comment on classe ça? Moi, je descendrai extrait vidéo, je passerai en troisième. Et alors, est-ce que c'est mieux que le jeu ou moins bien que le jeu? Bon, les deux font appel. Le jeu d'énigmes, il est pas mal parce qu'il est vraiment actif. Enfin, il y a vraiment le côté pédagogie active, ancrage, débriefing. Alors moi, j'adore les jeux. J'adore la dimension active. Et je voudrais que le jeu soit tout en haut parce que c'est trop bien. On accorde. Mais. Je vais débattre contre moi-même. T'as des personnes qui n'aiment pas les jeux peut-être? Ouais, et puis ça marche pas à tous les coups, ça marche pas pour toutes les situations. On peut pas mettre tous les contenus dans un jeu d'énigmes, alors que le podcast de controverse, dès qu'il s'agit de faire réfléchir des apprenants, à mon avis, c'est beaucoup plus passe-partout. Et donc en ça, Allez, passe en premier. Je le mettrai en premier si t'es d'accord. On est d'accord, je suis d'accord. Eh ben, merci. Classement. On y est, on a notre premier classement de la première émission, et donc vous avez compris. Vous pouvez nous apporter, vos innovations pédagogiques et on les classera dans les prochaines émissions. Alors, dites-nous en 2 mots, peut-être qu'on ne connaît pas, il faudra nous l'expliquer. On va essayer de comprendre ce que vous avez voulu dire et puis tenter de classer. On peut dire que vous pouvez les indiquer dans le chat s'il y en a qui vous viennent immédiatement ou dans la Teams formidable. On notera en fait vos propositions pour la prochaine fois. Ouais. Alors je lis quelques questions sur la bibliothèque d'extraits vidéo. Est-ce qu'il y a déjà des bibliothèques qui existent? Alors pas à notre connaissance et on trouverait ça super intéressant de les créer. Ça pourrait d'ailleurs être un premier exercice collectif. Si vous avez en tête un truc qui vous vient d'un couple extrait de série ou extrait de film versus séquence de formation en disant mais ça marcherait trop bien pour parler de gestion de projet, pour parler de communication, pour parler d'exercice de crise, pour parler de gestion des risques, pour parler de management, pour parler de que sais-je. J'ai cité aucun sujet agricole parce que je les connais très mal, mais vous avez sans doute d'autres idées. Bien-être animal par exemple. Si vous avez une super idée d'extrait de série, d'extrait de film avec la séquence qui va avec, vous nous le mettez dans la communauté. On sera heureux de se constituer une première bibliothèque. Et je réponds aussi à la... Ah bah non, Lucas l'a fait pour moi dans le chat sur les droits. En effet, il existe 2 choses. Il existe ce qu'on appelle l'exception pédagogique qui permet d'utiliser des extraits vidéo courts à des fins de formation. Et puis, il y a un autre extrait, alors bon, il y a une autre juridiction qui est un peu plus discutable, mais à partir du moment où quelqu'un a mis un extrait de quelque chose sur YouTube, alors souvent les distributeurs de films ne font pas ça, mais par exemple, si vous tombez sur un extrait de conférence, ça n'a rien à voir avec les extraits de films, mais si vous tombez sur un extrait de conférence sur YouTube, vous avez le droit de l'utiliser en salle parce que quand un auteur ou un ayant droit a déposé quelque chose sur YouTube, il a cédé ses droits à YouTube. Ce qui veut dire que vous avez le droit de l'utiliser pour diffuser le lien YouTube en formation. Souvent, les gens qui diffusent des choses sur YouTube, Vimeo ou Dailymotion ne connaissent pas ce statut juridique, mais a priori, c'est comme ça que ça fonctionne. Romuald, peut-être un point pour vous, il faudrait creuser. On n'est pas des experts du droit, mais l'exception pédagogique, puisqu'on est sur de la formation professionnelle marchande, il faut voir. Je crois qu'il y a des notions de durée, il y a des notions de... Il y a pas mal de choses. Romuald, je sais pas, dans la communauté, vous pouvez retrouver un webinaire qu'on avait fait c'était sur les plutôt droit à l'image, droit pédagogique. Il y a peut-être des éléments, je n'ai plus souvenir, mais sur un webinaire de quelques années en fait. On avait un avocat qui nous avait parlé de ça. Eh ben, on va essayer de... Il est dans la communauté, le lien. De faire remonter ça avec un petit up. Et Guillaume, j'irai voir votre extrait YouTube.
dès qu'on aura terminé ce live. On passe à la dernière Allez, séquence. dernière séquence de l'émission. La dernière séquence, c'est le grand quiz. Alors, le grand quiz, comment ça fonctionne? On joue. Qui l'eût cru? Contre toute attente. On va vous proposer une série de questions et vous allez pouvoir répondre dans une appli qui ressemble à Kahoot pour celles et ceux qui connaissent. C'est de plus en plus connu, vous avez déjà dû voir ça. Vous êtes seul et il faut répondre correctement, bien sûr, et rapidement. Et ce qu'on va faire, c'est un peu comme à l'instar de Super Innovation Battle, où on va garder le classement d'une émission à l'autre. Là aussi, on va garder le classement d'une émission à l'autre, de manière à désigner le grand gagnant, le grand maître ou maîtresse du quiz à la fin de cette saison. Laissez-moi un instant pour retrouver mon lien. Alors Et- peut-être ce qu'on peut dire, c'est que ça va pas apparaître sur... Ah oui, vas-y. C'est ça. Non, vas-y Mathieu, explique, mais ça va pas apparaître directement sur votre écran. Mathieu, tu as lancé le lien. Alors, Ouais. je vais mettre dans la conversation un lien que je vais vous demander de suivre. Alors pendant un instant, on va essayer de résoudre ça techniquement pour les prochaines émissions, mais pour aujourd'hui et pour finir l'émission, vous allez sortir du lien Zoom et vous allez ouvrir une page dans un navigateur, donc, et il faudra revenir. Si vous êtes sur téléphone, si vous nous suivez sur téléphone, on vous déconseille de le faire. Mais si vous êtes sur ordinateur, allez-y. On essaiera de rendre ça plus accessible pour tout le monde la prochaine fois. Vous cliquez sur le lien, vous mettez votre nom, votre prénom, un pseudo, tout ce qui nous permettra de vous retrouver, de savoir qui vous êtes. Et là, je vois les participants qui rejoignent le jeu, donc vous avez trouvé le lien dans le chat, vous êtes déjà 20 à avoir rejoint le jeu. Et je désactive le son. Il y a un son. Ouais, c'est bon, il a été désactivé. J'ai 26 participants. Allez, je considère qu'à 30 participants, tout le monde est là et ça joue. Encore quelques instants pour pour tenter de participer en cliquant sur le lien. Allez, on a 30 participants. C'est parti. On commence tout de suite avec une première question d'échauffement. Prenez votre temps sur la première. Elle vaut très peu de points. Vous avez 30 secondes pour répondre. Regardez bien comment fonctionne l'interface. Peut-être que sur votre ordinateur, il faut que vous descendiez un peu, que vous scrolliez pour voir les réponses. La question est très simple. Vous devez répondre C, ne vous trompez pas. Vous avez les choix A, B, C, D. La réponse est C et il vous reste encore 12 secondes pour répondre. Et donc attention où vous cliquez, hein, vous ne pouvez cliquer qu'une seule fois. Vous cliquez et on va normalement voir qui a bon. Avalanche de bonnes réponses, 29 bonnes réponses sur 29, vous êtes remarquables et on constate tout de suite que Florimond et Romuald ont été les plus rapides, ce qui vous permet d'avoir un peu plus de points. Mais vous allez voir, ça n'a que très peu d'importance puisque les questions à venir auront beaucoup plus de poids. Je considère que c'est clair pour tout le monde. On rentre dans les sujets sérieux. Prochaine question dans 3, 2, 1. Parmi ces cartes de Learn Fiction, lesquelles ont été présentées en début d'émission? Attention, il y a plusieurs réponses possibles. Et là, il faut que vous cliquiez sur les plusieurs réponses que vous voulez nous soumettre et ensuite que vous validiez en dessous. Attention, c'est tout ou rien. Si vous avez qu'une seule partie des réponses, c'est pas bon. Et il vous reste 6 secondes. 4, 3, 2, 1. On a pas mal de bonnes réponses, félicitations. Et c'est Céline qui prend la tête, qui à la fois a bien répondu, a été la plus rapide, suivie de Charlène et de Romuald. Et alors là, vous voyez, hein, là, les questions valent 150 000 points. Et donc, ce jeu est extrêmement généreux. Bravo Céline, bravo Charlène, bravo Romuald. Les autres, accrochez-vous. Il reste quelques questions. Question suivante, toujours en lien avec ce qui a été dit en début d'émission. Parmi ces approches de la conception pédagogique, lesquelles ont été présentées en début d'émission? Là encore, plusieurs réponses possibles.
Est-ce l'approche par les contenus, l'approche par les compétences, l'approche par l'évaluation, l'approche par l'expérience? Et il vous reste 10 secondes. 3, 2, 1. Et j'ai l'impression que le classement n'a pas bougé. Si. Ah, si. Romuald est descendu d'une place. Ah oui. Sophie a pris la 3e place. Sophie a pris la 3e place avec sa bonne réponse. La bonne réponse était, il fallait dire, on a parlé de l'approche par les contenus, puis de l'approche par les compétences, et enfin de l'approche par l'expérience. On passe à la question suivante. Céline, Charlène, toujours en tête. Il reste 3 questions, je crois. Et oui, dans une partie de Learn Fiction, gros avantage à ceux qui connaissent, combien d'équipes s'affrontent? 2 équipes, 3 équipes, ou 4 équipes, ou une seule équipe, parce que Learn Fiction est un jeu coopératif, et on joue tous ensemble. Attention, hein, là, il n'y a plus plusieurs réponses à cliquer. La première réponse que vous cliquerez sera la réponse qui sera acceptée par le système. Attention aux misclics, comme disent les joueurs de jeux vidéo. C'est Anne-Laure Lenoir qui passe devant parce qu'elle a eu à la fois la bonne réponse et en plus ça a été la plus rapide, ce qui lui a permis de marquer pas mal de points. Le classement a beaucoup évolué. On a Anne-Laure qui est en premier, puis Julien, puis Michel, suivi de très près par Magali et Marie. Il reste 2 questions, tout peut encore arriver. Question suivante. On va parler persona dans les outils des designers. Pour un designer, qu'est-ce qu'un persona? Est-ce une théorie issue de la psychologie? Est-ce que c'est un archétype d'utilisateur cible? Est-ce que c'est un masque qu'on porte lors d'une séance de brainstorming quand on fait de la créativité? Ou est-ce que c'est une chanson de Big Flo et Véronique Souchon? Extra point pour ceux qui comprennent la référence. Et pour celles et ceux qui auront compris que Big Flo et Oli, Véronique Sanson et Alain Souchon ont tous les 3 écrit des chansons qui contiennent le mot personne dans leur titre. Le saviez-vous? Si vous le saviez, félicitations, vous êtes super forts. Bravo Anne-Laure, bravo Julien, bravo Michel, vous êtes toujours en premier. Françoise recolle et Céline est toujours dans les parages. Pour la petite histoire, le persona en théâtre classique, c'est bien le masque qu'on porte. Mais là, c'est les masques qu'on avait représentés à l'image. Pour les designers, ça ne nous intéresse pas. Et donc, les réponses ne viennent pas de nulle part. Et puis, en effet, la théorie des personas est une théorie qui est au départ issue de la psychologie, mais qui a été récupérée par les designers un peu plus tard pour désigner effectivement les archétypes d'utilisateurs cibles. Et attention, c'est la dernière question, c'est celle où tout peut arriver. J'espère que vous êtes prêts. 3, 2, 1. À 3 ans près, et ça je ne l'ai pas dit, c'est ce qui va permettre de départager tout le monde. À 3 ans près, en quelle année est apparue la notion de persona dans le monde du design? Alors là, je vous demande de taper l'année en chiffres et de valider avec entrée. C'est compliqué ça. Ah, c'est pas simple, il faut le savoir. Et sinon, il faut le tenter au feeling. À votre avis, c'est arrivé quand la notion de persona? Quand est-ce qu'on a commencé à avoir des approches centrées utilisateurs avec ce genre de méthode? Toi, Anne, tu dis quoi? Toi, tu connais la réponse. Ouais, mais j'étais en deçà. Je pensais que c'était dans les années 80. Toi, tu as dit dans les années 80. Ah, on a parmi les bonnes réponses Guity et Magali, ce qui vous permettre de revenir dans le classement. La bonne réponse était 1999. Moi, ça me permet surtout de dire que ce sont des approches qui sont assez récentes. Ouais, tout à fait. Ça a été introduit dans un ouvrage d'un développeur concepteur d'applications informatiques, dont j'ai oublié le nom, il faudra que je retrouve. Et le titre de l'ouvrage, c'est en français, il n'a pas été traduit en français, mais en français, ça dit quand les internés prennent le contrôle de l'asile, ou quand les internés dirigent l'asile. Et c'est pour montrer, pourquoi il utilise ce titre, c'est pour montrer comment certaines applications informatiques surtout en 99, pouvaient être développées absolument n'importe comment, sans vraiment se préoccuper de comment les utilisateurs les utilisaient. Et c'est dans cet ouvrage que la notion de persona
a été introduite par l'auteur. Il faut que 99. Ouais, 99. Il faut que je retrouve la référence et je vous la mettrai dans la communauté. Donc notre gagnant. Et oui, alors, notre gagnante pour l'instant. Vas-y. Anne-Laure Lenoir, Julien et Michel. Donc, Ouais, sur le podium, et donc on essayera, enfin, vous essayerez de les déloger lors de la prochaine émission, mais on garde précieusement votre score remarquable. Eh bien, nous sommes dans un timing parfait puisque notre émission s'achève. J'espère que vous aurez tous des idées là concrètes et conceptuelles. Ah oui, juste pardon. Oui. Revenez sur Zoom. Là, on vous a envoyé Oui, dans bien une autre sûr. fenêtre, mais revenez sur Est-ce Zoom. que tout le monde est là? On va vous dire au revoir. Ouais. Et donc pour vous dire qu'on espérait avec Mathieu que cette émission vous permettait de repartir avec des idées, oui, donc concrètes ou conceptuelles, hein, qui vous aideront dans votre réflexion de conception pédagogique. Moi, je tenais à remercier Mathieu et Marc pour leur regard, leur expertise. Puis vous tous pour votre participation à cette émission, formidable l'émission. Donc, comme on l'a déjà dit avec Mathieu, on vous invite à poursuivre les échanges dans la communauté formidable sous Teams. Et puis, on aura le plaisir de vous retrouver le 22 novembre pour l'épisode 2 de Formidable l'émission. Oui, n'hésitez pas, on vous lit, dites-nous, parlez-nous, on va vraiment essayer de discuter avec vous. Et puis, c'était une première pour nous. Ouais. Donc, merci Anne. Bah, merci Mathieu. Dites tout ce que vous en avez pensé. Vraiment, dites-le. Merci à Lucas pour la préparation. Merci à Lara et Raoul à la régie. Salut. Merci. Et on vous Bonne retrouve- journée. C'est quand Le 22 novembre. Au 22 novembre. Salut. Salut à tous.